On est vendredi le 20 mai, c'est le début d'une longue fin de semaine. Comment bien la commencer? En écoutant info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes et merci de commencer cette longue fin de semaine avec nous. J'espère que vous en profiterez. De notre côté, on a plein de belles choses à vous annoncer dans le cadre de cette émission. On va débuter avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a recensé 28 nouveaux cas. On est maintenant rendu à 1802 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 48 cas sont toujours actifs. L'entrepreneur forestier amkouyen Jérémy Lessard a été victime d'un accident de travail alors qu'il était sur un chantier en plein bois. Le jeune homme dans la vingtaine a subi de graves brûlures et a dû être transporté à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Enfant Jésus de Québec. Jérémy aura recours à une greffe de peau dans les prochaines semaines. Une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme GoFundMe pour appuyer le jeune homme dans cette épreuve. Les dons permettront alors de couvrir les dépenses quotidiennes afin qu'il puisse se concentrer sur son rétablissement. Une partie des dons sera également remise à l'Association des Grands Brûlés. Nous lui souhaitons bon courage. Lors de la séance du Conseil de la ville d'Amkoui lundi dernier, le président du Comité du Soleil d'Or, Raymond Bouchard, a demandé à la ville de créer un comité tripartite qui serait composé d'un membre du conseil, d'un gestionnaire et d'un membre du Comité du Soleil d'Or. Ce conseil aurait un mandat spécifique, soit d'analyser les actions à prendre, établir les coûts pour rendre les ruelles publiques, et assumer les services nécessaires pour les citoyens. Actuellement, la Ville verse une compensation de 20 % des taxes des résidents du Soleil d'Or pour que ceux-ci assument les services nécessaires, sauf pour la collecte des déchets et l'entretien du chemin principal. M. Bouchard mentionne qu'il est difficile de trouver des bénévoles pour effectuer les tâches, et souhaite s'entendre avec la Ville pour décharger les citoyens des services nécessaires. Le Conseil a demandé une demande officielle par écrite pour étudier la question et revenir avec une réponse. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance une nouvelle activité de financement. Le 29 mai prochain se tiendra la journée du bise glacé. Lors de cette journée, plusieurs bars laitiers du territoire couvert par l'organisme s'engagent à verser 1 $ à la ressource pour chaque vente de format bise de crème glacée molle ou dure. Dans la vallée de la Matapédia, il sera possible de contribuer à cette activité de financement en achetant une crème glacée à la chocolaterie Bellejade à Amkoui. Les sommes recueillies lors de cette journée seront réinvestis en service aux membres de chacune des localités participantes. Pour toute information, consultez le site de l'événement dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Les démarches entreprises par une résidente de Saint-Moïse auprès du ministère des Transports du Québec pour faire réduire la vitesse sur la route 132 n'ont pas eu gain de cause. L'automne dernier, Rachel Filion avait réussi à récolter plus de 400 signatures dans sa pétition pour l'appuyer dans sa démarche. Ce n'est pas la première fois que Mme Filion demande que la vitesse de 90 km/h soit abaissée à 70 km/h sur une distance d'environ 1,5 km sur la route 132 à Saint-Moïse. L'année dernière, sa demande s'était également vue refusée. Rappelons que la Matapédienne a entrepris cette démarche suite à l'accident de la route qui a coûté la vie à son mari en 2018 sur le tronçon visé par la demande de réduction de vitesse. C'est par l'entremise d'un communiqué de presse
que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, qu'on apprenait que l'entreprise Transport de la Matapédia de Cozaspescal recevra un montant de 450 000 $ pour le soutien dans son projet de l'électrification de ses autobus scolaires. Ce soutien financier du gouvernement se veut de réduire près de 65 000 tonnes de GES des émissions associées au transport scolaire au Québec et de favoriser l'usage des autobus électriques en ciblant un taux d'électrification de 14 % d'ici mars 2024. Le 29 avril dernier, une nouvelle poissonnerie a ouvert ses portes à Amqui. C'est sous le nom de la fille du pêcheur que la jeune entrepreneur de 32 ans, Annie-Pierre Desbois, s'est donné comme mission de permettre aux habitants de la Matapédia de pouvoir se procurer des produits de la mer frais. Le commerce porte bien son nom puisqu'Annie-Pierre est la fille de Nicole Desbois et la nièce de Bertrand Desbois, deux pêcheurs gaspésiens et actionnaires de poissonnerie et usines de transformation. La poissonnerie est située sur la rue Normand à Amqui et est ouverte du vendredi au dimanche. Avec le début de cette longue fin de semaine, en raison de la Journée nationale des Patriotes, la Sûreté du Québec désire inviter les usagers du réseau routier à la prudence. L'arrivée du beau temps annonce la présence accrue d'usagers vulnérables sur les routes, comme les motocyclistes, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les piétons. Il est donc important de partager la route de façon harmonieuse et sécuritaire. À cette fin, plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l'ensemble du territoire québécois. Les policiers de la Sûreté du Québec seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions, soit la vitesse imprudente et excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. Soyez vigilants sur la route. Cette semaine, à l'émission, on a plein de belles choses à vous annoncer, autant pour les petits que les grands. Dans cette vague, pour nous inciter à poser des gestes pour l'environnement, un nouveau commerce vient d'ouvrir à Amqui où on peut procéder à l'achat de produits en vrac. C'est une petite boutique qui deviendra un incontournable pour vos achats. C'est maintenant officiel, le service de restauration mobile de la Maison des jeunes de Sébec, la Remorque Santé, est maintenant en service et les jeunes sont heureux de nous le présenter. Il y aura des activités offertes cet été par le club de natation Nataqui et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'entraîneur du club, Maïdine Galdem. L'auteure et comédienne Jasmine Dubé, native d'Amqui, est de passage dans la région jusqu'au 31 mai pour présenter sa pièce de théâtre « Ma petite boule d'amour sort des sentiers battus ». On fait le bilan des activités de l'année 2021 de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia et on en apprendra un peu plus sur ce que nous réserve l'organisme pour la prochaine année. En raison de l'approche des élections provinciales, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, nous parle de démocratie. Mais tout d'abord, je me suis rendu hier à une conférence de presse à Sébec pour l'annonce d'une grande nouvelle qui était attendue depuis quelques années. Mais on vous dévoile le tout seulement après la pause. Je suis à la municipalité de Sébec pour annoncer une grande nouvelle, mais je vais laisser les responsables le faire. Donc, on va avoir une petite entrevue avec Marie Element, qui est la responsable du projet de résidence La Seigneurie, et un petit mot du maire de Sébec, Marcel Belzile, également. Aujourd'hui, on est fiers d'annoncer la construction de la bâtisse de la résidence La Seigneurie. J'ai le plaisir d'annoncer un investissement de 1,1 million de dollars pour soutenir le projet de la résidence de la Seigneurie.
Donc, on a appris une belle nouvelle aujourd'hui concernant le projet des résidences La Seigneurie à Sébec. Mais je vais laisser Marie Element nous annoncer cette belle nouvelle. Donc, Marie, tu es la présidente de ce projet. Comment ça va et c'est quoi cette belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui? C'est une très belle nouvelle. Nous avons un bloc de 18 logements pour personnes âgées en légère perte d'autonomie. C'est pour la Matapédia, mais principalement pour le secteur ouest. Oui, c'est à Sébec, mais par contre, ça va desservir une plus grande population. Présentement, j'ai des madames de Saint-Damas qui veulent venir rester ici à Sébec. Fait que, d'après moi, c'est un gros plus. C'est un bel investissement pour notre municipalité. Puis, on a eu aussi, au niveau de la municipalité, vraiment un accord de principe, puis tout le kit, pour nous donner un coup de main là-dessus, les crédits de taxes, puis tout le kit. Puis, ça va être quelque chose de beau. Puis, il va y avoir des services qu'on va offrir aussi à notre population. Pour les gens qui restent à la maison, puis qui sont seuls, puis qui ne veulent pas faire à manger, on va offrir un service de cafétéria, tout le kit. Puis, en même temps, ça va briser l'isolement. C'est ça, dans le fond, il faut rappeler aussi que c'est les résidences pour les personnes aînées en faible perte d'autonomie. En légère perte d'autonomie. Oui. Et puis là, on a appris que ça va commencer, la construction va commencer, la première pelletée de terre va avoir lieu bientôt. Lundi, le 23 mai, les constructeurs, M. Chouinard va venir commencer là, à installer les pieux, puis tout le kit, puis, parce qu'elle va être sur des pieux vissés. Fait qu'à ce moment-là, ça commence lundi vraiment, le 23 mai. Ça, c'est un beau soulagement parce que je pense que ça fait des années que ce projet-là est sur les cartons. Hein? Ça fait moins de 10 ans. Disons que 10 ans, là 10 ans, c'était l'Office d'habitation municipale de Sébec qui portait le projet avec Chantal Dupéré, qui était présidente à ce moment-là. Après ça, quand il y a eu le feu à l'île verte, tout a été bloqué. Nous, au niveau des appartements Pierre Brochu, on a repris le dossier. On a changé l'emplacement. Il a fallu tout refaire au complet. On a augmenté c'était un 12 logements, on a augmenté ça à 18 logements. Puis là, ça va se réaliser. Et je pense que vous avez peut-être rencontré des obstacles aussi dans les 2 dernières années avec la COVID-19? Disons qu'on a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais c'est pas grave, on a passé à travers, puis aujourd'hui, c'est réalité. Et là, comment on se sent maintenant que ça va se faire puis que ça va se concrétiser? Très soulagé. Très ému aussi, hein? Ah oui! Bien, merci beaucoup pour votre beau travail, puis c'est une belle réalisation qui va avoir lieu ici à Sébec. Merci beaucoup. Puis je voudrais vraiment lever mon chapeau à Marie Élément. Marie Élément, qui est un personnage incroyable. Si on avait un Marie Élément dans toutes nos communautés, je veux dire, il y en aurait des pépines à la grandeur du Bas-Saint-Laurent. Fait qu'un gros merci, Marie. C'est un honneur de travailler avec toi. Donc, je suis maintenant avec le maire de Sébec, Marcel Belzile, pour parler de ce projet de résidence, la Seigneurie, qui va se réaliser. Bonjour, Marcel. Bonjour. Alors, j'imagine pour la municipalité de Sébec, c'est une très belle nouvelle. Merveilleux. C'est un accomplissement incroyable. C'est une nouvelle, sincèrement, là, un investissement comme ça, là, on a eu des bonnes annonces, là, mais ça en est une bonne là, de la dernière décennie. Un pareil projet, 18 unités, personnes âgées. Je peux vous dire que c'est... il n'y a quasiment pas de mots pour définir ça, toute l'émotion qui entoure ça, avec le travail acharné qu'il y a eu de la part de l'organisation du comité. Moi, quand je suis rentré en 2018 à la mairie, le projet était, il était presque arrêté. Et on avait peine à trouver espoir de reprendre le collier de tout ça. Et finalement, les morceaux du casse-tête se sont mis en marche. On n'a jamais lâché jusqu'à la dernière minute. Encore là, quand il y a eu l'annonce, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il a fallu renégocier une fois de plus parce que les coûts avaient énormément monté. Mais aujourd'hui, là, c'est une nouvelle merveilleuse pour Sébec et la région, et particulièrement le secteur ouest, qu'on puisse garder nos personnes âgées. Puis on espère qu'on n'a pas fini, sincèrement. Oui, c'est ça. Fait que les personnes âgées vont pouvoir continuer à rester dans la région sans être obligées de s'en aller parce que sont un peu en perte d'autonomie, mais sont encore capables de vivre ici. Exactement. Puis on veut les inclure dans notre société. On veut les garder chez nous. C'est important. C'est une reconnaissance qu'on doit avoir comme société, d'une part. Puis en plus, avec toute la crise du logement que nous vivons, ayons pas peur des mots, à Sébec particulièrement,
On vit une crise du logement incroyable. On entend parler de ça dans les grandes villes, mais on a le même phénomène ici, là. On a des gens qui s'en viendraient chez nous, ils ne peuvent pas s'en venir parce qu'il n'y a pas de logement. Ils travaillent dans notre secteur, ils doivent se déplacer, puis avec le prix de l'essence et tout ça, imaginez-vous que si on avait du logement, et là, ça va libérer quelques maisons, ça va faire circuler l'économie. Alors, pour nous autres, c'est un Moses de beau projet, un bel accomplissement puis une belle annonce aujourd'hui pour nos personnes âgées. Puis c'est une belle marque de respect qu'on leur accorde aussi, dire enfin, on a atteint ça, on l'a le projet. Et oui, puis ça donne le goût aussi de faire d'autres projets parce que ça se réalise, donc il y a de l'espoir. Fait qu'il y a possiblement d'avoir d'autres projets semblables qui pourraient voir le jour dans plusieurs années. Oui, et de toute façon, on est sur la planche à dessin déjà là, depuis un certain temps. On travaille d'autres phases, puis évidemment, on espère que... Mais on sait que c'est des projets sur 3, 4, 5 ans. Mais on aimerait les raccourcir, mais on n'a pas toujours le gros bout du bâton parce qu'on a besoin de financement de nos partenaires institutionnels, enfin tout le monde, et on n'a pas nécessairement les capitaux, donc on doit faire affaire avec du monde puis se faire aider. Mais on espère que ça, c'est une belle marque, là, un méchant beau bout de chemin qu'on vient de faire ensemble. Dans le fond, on lâche pas le morceau et on continue de se battre pour avoir nos projets. Et je dirais, pour conclure, à Sébec, on ne lâche pas, on avance. Merci beaucoup. Merci. Je veux remercier et féliciter l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé à ce projet depuis 2012, je crois. Je me souviens, j'étais ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent à l'époque. Vous avez persévéré. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des moments où on doutait un peu, mais c'est vous qui avez obtenu ce financement-là. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Depuis mardi, le 158 boulevard Saint-Benoît-Ouest a accueilli un nouveau commerce, Vrac Vallée. Je vais aller rencontrer la copropriétaire Marie-Claude Leblanc pour en savoir un peu plus. Bonjour Marie-Claude, c'est maintenant fait. Le commerce est ouvert. Qu'est-ce que Vrac Vallée? Vrac Vallée, c'est une épicerie en vrac. Dans le fond, on offre des produits en gros format, mais les gens peuvent venir acheter les quantités qu'ils veulent. Ils peuvent amener leurs contenants, les remplir ici, ou sinon, on a des petits contenants là, faits pour ça. Oui, fait que vous avez des sacs aussi. Oui. Les gens peuvent acheter les contenants ici s'ils les ont pas, puis ils peuvent venir acheter le produit. L'avantage, j'imagine, que dans une épicerie régulière, c'est que les gens peuvent acheter juste la quantité qu'ils ont besoin, donc ça évite le gaspillage. Oui, c'est surtout ça le but, là, aussi, d'éviter les contenants de plastique, mais aussi d'éviter le gaspillage de nourriture. Des fois, on fait une recette une fois par année dans un moment spécial, donc on a juste besoin d'une petite quantité, qu'on peut venir chercher la quantité voulue. Donc, dans le fond, les prix, c'est à la livre, j'imagine? Oui, bien, c'est au kilo, dans le fond, là. La façon qu'on fonctionne, si les gens ont leur contenant, on pèse leur contenant avant pour pas qu'ils payent le poids de leur contenant. Puis ensuite, ils viennent le remplir, puis c'est vraiment selon la quantité là, qu'ils ont besoin, qui se seront servis. Et actuellement, là, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit? J'ai des légumineuses, des fruits séchés, des farines, des huiles. Il y aura du café bientôt, des épices aussi qui vont arriver, des confiseries, bonbons. Il y a beaucoup de sortes de noix aussi, des mélanges de noix, des céréales aussi, flocons d'avoine, les riz, pâtes alimentaires. Il y a aussi tout ce qui est pour produits nettoyage. Il y a aussi du savon pour le linge. Il y a aussi pour le soin corporel, même ça qu'on peut remplir en vrac. Donc, shampoing, dentifrice, crème pour le corps, pour le visage. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai aussi une petite zone zéro déchet, là. Donc, d'articles là, réutilisables, lavables, papier hygiénique, serviettes sanitaires, couches pour bébé, ces choses-là. Donc, je constate qu'il y a une belle variété. Bon, on en voit quelques-uns en arrière, mais il y a une belle variété. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vouloir avoir ce type de commerce ici à Amqui? C'est
c'était quelque chose que moi, j'appréciais dans les plus grandes villes, puis que j'ai déjà utilisé. Donc, je trouvais que ça manquait dans la région, là, ici, avoir ce service-là à proximité aussi, là. Puis dans une petite place comme ça, les gens aiment bien magasiner dans leur coin, là, surtout avec toute l'essence qui monte. Donc, c'est bien d'avoir ce service-là en région. C'était l'ouverture officielle mardi, donc ça fait juste quelques jours que c'est ouvert. Comment ça s'est passé, là, cette première journée? Ça s'est bien passé. Les gens, surtout, sont curieux au départ, viennent voir comment ça fonctionne, les produits qu'on a. Puis, il y a eu quelques personnes qui ont acheté aussi. Les gens les mieux préparés, là, c'est ceux qui ont leur liste avant, ils ont leur contenant. Donc, j'ai eu quelques personnes comme ça, là, que je pense que c'était attendu pour eux. Oui, il était prêt. Il en voulait un, puis là, c'est là. Fait qu'il était déjà présent. Donc, vous allez vivre votre première fin de semaine, là, en fin de semaine, d'ouverture. Exactement. Donc, samedi, là, on est ouvert de 9h à 2h. Donc, en espérant avoir bien de la visite. Sinon, les autres journées, c'est quoi vos heures d'ouverture? Donc, le mardi et le mercredi, de 10h à 5h. Le jeudi, c'est de midi à 20h le soir. Puis le vendredi aussi, de 10h à 5h. Donc, on peut vous suivre aussi. Vous avez une page Facebook? Oui, exactement. On a une page Facebook. Là, toutes les heures sont détaillées. Je mets aussi les produits que j'ai. Bientôt, les nouveautés vont rentrer. Donc, je vais rajouter ça aussi au fur et à mesure. Là. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Marc-Claude. Puis, je vous souhaite un bon succès avec votre commerce. Merci, c'est très gentil. Donc, pour ceux qui sont intéressés à acheter en vrac, c'est maintenant ouvert et puis vous pouvez suivre, là, comme ça a été mentionné, là, sur la page Facebook de Vrac Vallée pour connaître là, les produits là, qui sont en vente présentement au commerce. Le 14 mai dernier, c'était l'inauguration officielle de la remorque santé, un projet mis en place par la Maison des jeunes de Sébec. Étant donné la température d'aujourd'hui avec la pluie, on va aller rencontrer Zachary et Élise à l'intérieur. 3, 2, 1, 0! Ouais! Je suis avec Élise et Zachary pour parler de la remorque santé. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Et puis là, on parle de la remorque santé, qui est un nouveau projet qui a été inauguré. Alors, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la remorque santé? La remorque santé, dans le fond, c'est un projet que Lynn Chouinard a organisé avec juste des jeunes, puis c'est comme un peu un food truck, mais où est-ce qu'on va vraiment servir des repas ou des collations qui vont être meilleures pour la santé qu'une poutine ou une frite en festival ou dans des sorties comme ça. Fait que... Là, quand tu nous parles de Lynn, c'est la directrice de la Maison des jeunes. Ouais, du projet. Dans le fond, tout ce que Élise a dit, c'était un peu correct. C'est pas mal ça. Un remorque santé, c'est comme qu'elle a dit un food truck, mais on influence plus sur le santé que la malbouffe, parce que quand tu vas dans un festival, qu'est-ce qu'il y a d'habitude? C'est des burgers, des hot dogs. D'habitude, tu achètes plus ça. Mais nous, on veut faire sorte qu'il y ait plus de marché pour plus de monde qui veulent des choses santé, tout ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme dans le menu? Ça va être quoi qu'on va pouvoir acheter? Dans le fond, on a essayé de prendre des menus qui, normalement, plaisent à tout le monde, mais on les a mis plus santé. Fait qu'il y a de la mousse au chocolat faite avec du tofu dessert. On a plein de sortes de salades. On va essayer de faire un bar à salade. On a plein de sortes de sandwichs, des wraps. On a des bouillons, des limonades, plein de choses comme ça, des smoothies, beaucoup. Puis, t'as-tu d'autres idées? Elle a oublié une chose. Des Fight House. T'as oublié? Ça, c'est le plus important. OK, oui. Donc, là, c'est sûr, c'est mobile. C'est comme un food truck, comme tu le mentionnais. Et puis là, vous allez vous promener, j'imagine, avec ça? Oui, exactement. On va se promener. On est déjà invités à plusieurs places. Peu importe si c'est dans des mariages, des événements, juste à des campings ou des festivals. On se promène vraiment partout parce qu'on va être invités, puis tout ça. Et vous allez vous promener, dans le fond, sur tout le territoire de la Matapédia. Oui, tout le territoire de la Matapédia. Peut-être que des fois, on va avoir des offres en dehors de la Matapédia, mais pour l'instant, je pense que c'est pas le cas. Présentement, avez-vous déjà des contrats? Avez-vous déjà des gens qui ont fait appel à vous? Oui, on a eu Fort Cozap, Fête des guitares. On a quelques festivals. On va à quelques campings. On va d'ailleurs bientôt à l'église
de Sébec. Pour les festivals, on en a quand même beaucoup, comme je viens de le préciser. Puis... Ouais. Il y a le 100e aussi de Saint-Cléo. Il y a des 125e. On est invités dans d'autres plus petits villages qui ont vraiment besoin de ce côté-là, de la restauration ou de menus santé pour leur population. C'est quand même des événements importants. Fait que ça va vous donner une belle visibilité. Oui, exactement. On aimerait ça aller dans des grands festivals ou des villages plus connus parce qu'on veut se faire connaître. C'est ça, on veut se faire connaître. On veut être quand même connu dans la Matapédia pour pas comme pour la malbouffe. Nous, on veut faire de la bonne bouffe. On veut être connu pour ça dans la Matapédia. Donner des bons exemples à prendre au niveau alimentaire. Et puis, c'est quand même un projet que ça fait longtemps que vous voulez partir. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? Ce projet-là, moi, je pense que ça fait... Moi, pour de vrai, je sais pas trop, mais je pense que ça fait 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans qu'on a ce projet-là. Puis Lynn, elle a eu beaucoup de misère avec tout ce qui est partenariat, tout ce qui est choses, là. Puis, on a réussi, finalement, puis c'est bien. Fait que la grosse difficulté, c'était de trouver des partenaires pour partir le projet. Oui, parce que c'est ça. À la base, c'est un projet qui vaut quand même assez cher. Alors, Lynn a fait beaucoup de progrès là-dedans. Ça fait 2 ans et demi qu'elle essaye d'avoir du monde, rejoindre beaucoup de personnes dans ce projet-là. Puis finalement, elle a réussi. Nous autres, les jeunes, ça fait à peu près depuis le mois de janvier qu'on se rencontre à chaque mercredi pour soit choisir le menu, choisir comment qu'on va partager le salaire ou les pourboires, tout ça. Fait que c'était quand même assez entreprenant comme projet, mais on voit que c'est un beau résultat qui s'en vient. Est-ce que vous savez les partenaires qui ont embarqué dans ce projet-là? Il y a RPF de Sébec. Aussi la Caisse des Jardins, je crois qu'il y a des personnes de la Caisse des Jardins là-dedans. Club Lion de Sébec. Oui, le Club des Lions. Ou sinon... Je pense qu'il y a le député Pascal Bérubé qui est là-dedans. Vraiment. Ou sinon, il y en a... Sanimanique. Oui, Sanimanique. Sanimanique. Puis les autres, ils ont autant d'importance, mais on ne se souvient plus d'autres noms. C'est qu'il fallait payer 2000 $ pour avoir leur logo sur la remorque, mais il y a quand même d'autres mondes qui ont contribué au projet sans investir autant. Fait que c'est pour ça. Mais là, est-ce qu'on va vous voir, vous, dans la remorque? Là, si on se présente, qu'on va acheter des mets, est-ce que vous allez être là? Ben oui, effectivement. On fait partie du projet, nous autres aussi. Fait qu'on va être là avec nos petits collègues, puis ça va être le fun, vraiment. Ouais, ça va être très le fun. On a hâte de travailler, on a hâte de commencer ça, parce que c'est un projet qu'on travaille depuis janvier, comme elle l'a dit. Puis on a hâte de commencer, là. Vraiment. Ça va vous faire une belle expérience aussi de travail en même temps. Oui, vraiment, c'est une belle trace sur notre CV parce que ça englobe beaucoup de choses. C'est travailler avec les autres sur la caisse. Surtout, on a fait notre formation MAPAC aussi. Fait que si on veut travailler dans la restauration plus tard, ça compte là-dedans. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun. Puis ça va nous aider dans notre vie plus tard aussi. Quand on va partir en appart, on va savoir comment cuisiner plus. C'est ça. On sait toutes plein de choses avec... tu sais, je savais même pas comment couper une pomme. J'ai réussi grâce à ça. Fait que vous allez apprendre plein d'affaires. Fait que vous allez devenir des bons cuisiniers après ça. Vous allez pouvoir recevoir vos amis puis faire des bons plats santé. Écoute, je vous souhaite un bel été. Ça va être super agréable. Alors qu'on va vous voir dans les festivals, dans les événements. Partout ce qu'on va voir, la remorque santé, on va voir les jeunes de Sébec à l'intérieur. Je vous souhaite un bel été, puis c'est un très beau projet. Puis on espère qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont suivre votre exemple. C'est sûr. Merci beaucoup. On aimerait beaucoup que plein d'autres MDJ, que ce soit pas juste l'MDJ, prenne notre exemple, fasse beaucoup plus de remorques santé, parce que c'est rare des remorques qu'on fait en ce moment avec des smoothies, avec tout ce qui est santé. C'est très rare, puis ça devrait être la normale. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous deux. Bon, salut. Bye-bye. Je peux vous garantir qu'il est excellent. Le premier contrat de la remorque santé, c'est à la course des couleurs d'Amqui la fin de semaine du 28 mai. Donc, si vous vous rendez à l'événement, vous allez pouvoir rencontrer les jeunes de Sébec qui participent à ce beau projet. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis au centre socio-culturel d'Amqui où s'entraînent les membres du club de natation Nataqui. Je vais aller rencontrer l'entraîneur pour discuter de son parcours et des événements à venir pour le club.
Je suis avec l'entraîneur Maïdim Galdem. Bonjour Maïdim. Bonjour. Et ça fait combien d'années que tu es impliqué avec le club de natation? OK, ben ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai débarqué ici à Amkoui. Et c'est ça, je suis avec l'entraîneur en chef ici au club de natation d'Amkoui. Ça fait déjà 1 an et demi, c'est ça? Ouais, exactement. Et puis, t'aimes ce que tu fais? Tu aimes entraîner les jeunes sportifs? Ben ouais, ben je vais raconter un peu mon expérience avec la natation. Ben moi, je suis tout le temps dans l'eau. J'ai commencé à nager à l'âge de 4 ans. Je faisais presque 20 ans, 24 ans aussi de natation, là. J'étais nageur, j'ai fait mes études et rendu à l'université, j'ai choisi de faire le sport comme des études supérieures. J'ai fait ma maîtrise au sport et technologie du sport. Et c'est ça. Et depuis tout ce temps-là, j'ai commencé à coacher en Algérie. Parce que je suis algérien, j'ai nagé là-bas aussi. J'ai commencé à coacher là-bas, ça fait plus de 10 ans à peu près. Et là, je suis rendu ici. Je suis avec le club. J'essaie d'améliorer les athlètes, d'aller chercher plus de performances dans ce sport-là. Et on a de la belle relève parce que vous avez fait plusieurs compétitions dans les derniers temps. Vous êtes allé à Montréal, à Gaspé, à Rimouski. Et à chaque fois, le club revient avec des médailles. Donc, félicitations. Mais là, je pense qu'il y a d'autres compétitions qui s'en viennent aussi. Ouais. Ben, on a récemment fait la dernière compétition. J'ai 2 athlètes qui ont participé au championnat, au Coupe de Québec junior. C'est une compétition où se regroupent les meilleurs athlètes du Québec, de la province. C'était à Montréal. Et on a d'autres athlètes qui ont participé aussi au régional au Gaspé. Ils ont récolté des médailles aussi. Ben, je tiens à féliciter tous les athlètes pour leur effort. Et là, on se prépare pour faire d'autres compétitions. Il nous reste une compétition à Bathurst. C'est comme un championnat un peu provincial de Nouveau-Brunswick. On va essayer de participer à ça. Et il nous reste aussi la Coupe de région à Rivière-du-Loup, le 11 et 12 juin. Après ça, la dernière compétition, ça va être de participer à la championnat provincial à Montréal aussi. C'est le 26-29 juillet. Donc, on a de la belle relève quand même ici. On a du beau talent. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des bons talents ici dans la région. Il faut juste qu'on va s'occuper de ça. Il faut donner plus de moyens à ces athlètes pour les développer. Il faut surtout que ces athlètes-là vont prendre confiance en soi. C'est très important parce que ils ne savent pas, ici dans la région, on est un peu éloigné, on ne sait pas comment, on ne sait pas bien le niveau de la province, on ne se croise pas plus les bons athlètes, les athlètes seniors, on ne croise pas trop ça. Du coup, c'est un peu difficile pour les athlètes de la région de faire une carrière sportive comme ça. Mais en plus des compétitions, là, cet été, il va y avoir les camps de jour multisports. Ça consiste en quoi? Ben ouais, là, les camps de jour, c'est vraiment une bonne idée. Là, on a commencé ça l'année prochaine. On a fait les inscriptions un peu en retard. On n'a pas eu beaucoup de monde. Mais c'est ça. Là, cette année, on a commencé ça tôt. C'est vraiment, c'est plus pour les gens qui veulent s'amuser, veulent apprendre à nager. C'est vraiment une bonne opportunité aux jeunes, peu importe leur niveau de natation, même s'ils n'ont jamais été dans l'eau, on va les apprendre à nager, à flotter, à avancer. Pour les gens qui savent déjà nager, on va apprendre plus de techniques, aux 4 nages, là, papillon, dos, bras et crawl. Et là, il faut spécifier que c'est ouvert à tous, pas juste aux membres du club. Hein? Exactement, ouais. C'est ouvert à tous les gens d'Amkoui ou d'ailleurs. C'est ouvert pour tout le monde qui ont l'âge de 4 ans jusqu'à 2 ans. Là. Et c'est ça, le camp d'été, on a aussi un autre camp de sable chaud. Là. On a un camp au sable chaud, ça commence à partir du 26 juin. C'est ça, on a 4 semaines pour ce camp-là. C'est aussi une opportunité pour les gens qui ont peur et ont de la misère à nager dans les lacs. On va apprendre la sécurité et apprendre à nager et prendre confiance en soi à nager dans le lac. Là. Des belles notions de base, puis inspirer la confiance aux gens. Peut-être lui donner le goût de faire de la natation plus tard. Exactement. On a eu beaucoup d'athlètes qui ont fait le camp de jour l'année passée. Ils ont inscrit au club. Et ils ont eu le goût à apprendre plus de technique, plus d'habilité. Et ça, c'est les informations. Si les gens veulent avoir les informations, on peut les trouver sur la page Facebook du club? Exactement. Vous pouvez trouver ça sur la page Facebook du club, Club de natation d'Amkoui, Natakoui.
Vous pouvez trouver ça, toutes les informations sur le groupe, on partage ça tout le temps. Là. Et là, on voit des jeunes qui s'entraînent présentement derrière nous. Donc, j'imagine que la saison doit tirer à sa fin. Ouais, ben on va essayer d'aller, genre, ça va finir vers la fin juin, début juillet, la saison. Là, c'est le sport-études qui s'entraîne derrière nous, là. Ben, on peut donner aussi, je félicite le sport, là, genre, ils ont vraiment, genre, ils sont engagés à gérer ses études et son sport en même temps. Et j'aimerais bien que les responsables vont donner un peu plus de moyens pour ce groupe-là, pour le développer encore plus et performer encore plus, là. Et donc, les gens peuvent consulter la page Facebook aussi quand ça va être le temps de se réinscrire l'année prochaine? Exactement. Vous pouvez toujours consulter la page Facebook ou nous appeler sur notre numéro de cellulaire. Ou seulement, si vous rentrez ici dans la salle communautaire, vous trouvez la télé à côté, il y a toutes les informations. Là. On va vous afficher ça et on va partager ça sur le groupe Facebook et pour les inscriptions de 15 jours et pour les inscriptions de l'année prochaine aussi pour la natation. Bien, merci beaucoup, Maïdine, puis continue ton beau travail. Avec plaisir, merci beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé aux camps de jour sportifs ou pour vous inscrire à la prochaine saison du club de natation Nataqui, vous pouvez consulter la page Facebook, justement, du club. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Native d'Amqui, Jasmine Dubé est cofondatrice et directrice artistique du théâtre Bouche décousue. Elle est présentement en tournée dans l'est de la province pour présenter sa pièce de théâtre « Ma petite boule d'amour sort des sentiers battus », c'est le cas de le dire. Elle est avec moi présentement. Bonjour Jasmine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. T'es venue ici en région pour présenter ta pièce de théâtre. Habituellement, que c'est présenté dans des grands centres urbains, dans des grandes salles. Pourquoi c'est important pour toi de faire le tour des petites régions et de venir comme ici à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui présenter ta pièce? Bien, parce que justement, quand on fait des tournées, on va toujours dans des grandes salles, dans des lieux spécialisés. Il y a des gros décors, il y a des techniciens, il y a des accessoires. Puis là, bien, on passe souvent dans des petits villages, dans des petites villes où il y a moins de spectacles. Puis le côté accessible, moi, ça me rejoint beaucoup. Je veux que le théâtre soit accessible à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire la tournée des bibliothèques avec le réseau Biblio. Et puis, on a appelé ça « Ma petite boule d'amour sort des sentiers battus », justement pour aller à la rencontre des enfants. Donc, pour ne pas pénaliser les enfants qui restent en région éloignée. C'est ça. Même si à Amqui, il y a une super belle salle de spectacle, mais tant qu'à passer dans le coin, on était très contents de s'arrêter aussi ici à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Là, vous êtes à Amqui, mais vous allez faire d'autres municipalités de la Matapédia aussi. Oui. Cet après-midi, on s'en va jouer au Lac-aux-Saumons. Demain, on joue à Sébec. Ensuite, on s'en va à Sainte-Flavie. On va aller à Sainte-Jeanne-d'Arc, vraiment dans des petits villages, Saint-Valérien. Et puis ensuite, on va aller jusqu'à Trois-Pistoles. Après, on s'en va en Beauce. Parfait. Fait que vous faites vraiment le tour des régions de l'Est du Québec. On fait 17 représentations. C'est la deuxième tournée. On en a fait une avant la pandémie, là. Puis, ben, pour moi, c'est important qu'il y ait ce volet-là d'accessibilité, puis d'aller là où sont les gens aussi. C'est là vous présentez la pièce « Ma petite boule d'amour » qui est inspirée d'un livre. Qu'est-ce que ça raconte? Bien, en fait, moi, quand j'ai écrit « Ma petite boule d'amour », c'était pour en faire un album avec des illustrations. Au départ, c'était pas pour en faire un spectacle. Mais à un moment donné, une nuit, je me suis réveillée, puis je me suis dit « Et si j'écrivais des chansons? » Alors, j'ai imaginé mon personnage d'ours qui chante du blues. Et puis, bien, il rencontre... Il y a un petit ours qui le visite dans ses rêves, un petit ours blanc. Et puis, bien, j'ai imaginé comment ces personnages-là pouvaient chanter. Ce que ça raconte, en fait, c'est l'histoire d'un gros ours qui est tout seul dans sa tanière, qui s'ennuie, qui est un peu déprimé, parce que son ours est parti. Où est-ce qu'elle est partie? L'histoire ne le dit pas. Ça peut être... enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Puis, dans son rêve, un jour, il y a un petit ourson qui se cherche un papa. Et puis, qui dit, viens, veux-tu être mon papa? Alors, il va partir à la rencontre de ce petit ourson-là. Donc, c'est une histoire qui met les pères, les papas à l'avant-plan et puis qui parle de tendresse aussi. C'est intéressant parce que c'est pas toujours un sujet qui est souvent abordé, le rôle paternel. C'est plus souvent le rôle maternel. Donc, d'aborder cet aspect, c'est intéressant. Oui, et c'est ça que je voulais faire. Puis, je voulais parler aussi d'adoption parce qu'évidemment, lui, l'ours est brun. Le petit ours, lui, est blanc.
Donc, c'est une histoire d'adoption aussi. Ça touche plusieurs personnes aussi. Il y a des gens qui nous disent après à quel point ça les a rejoints parce que, justement, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Oui, puis l'inclusion, comme tu mentionnes, l'ours de 2 couleurs différentes, c'est ce qu'on vit beaucoup dans la société aujourd'hui, même les parents qui adoptent des enfants de d'autres nationalités. Donc, ça reste un sujet de très d'actualité. Oui, c'est ça. Puis moi, évidemment, ça m'interpelle beaucoup aussi, cette thématique. Oui, fait que pour faire ta tournée, vous avez fait une campagne de sociofinancement. Je pense que ça a bien été. Mais est-ce que c'est encore possible, les gens qui veulent aider la troupe de théâtre à continuer leur tournée, de donner encore des dons? Oui, bien sûr, ça fait toujours... C'est la première fois qu'on fait ça, une campagne de sociofinancement. Et ce que ça permet, en fait, ça permet à des enfants de voir le spectacle gratuitement. La campagne de sociofinancement est terminée, mais on a toujours besoin de dons pour poursuivre, justement, parce que moi, c'est quelque chose que je voudrais qui se continue dans l'avenir aussi, qu'on puisse jouer encore dans les grandes salles, bien sûr, mais qu'on puisse aussi aller là où le théâtre se rend moins. Oui, puis on invite les gens à donner aussi parce que c'est important aussi de sensibiliser, d'initier les jeunes au théâtre. Je suis bien placée pour en parler parce que moi, je suis native d'Amqui. J'ai dû voir ma première pièce de théâtre à Amqui. Moi, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et j'ai tellement eu un coup de cœur. Là. Ça a été pour moi une révélation, ma première pièce. Et j'ai décidé d'en faire mon métier, justement. Puis on ne sait pas quelle petite graine on sème en présentant un spectacle. Quand on joue, là, je regarde les yeux des enfants. Là, des fois, il y a des yeux qui pétillent. On sent qu'on touche une corde sensible. Ça ouvre l'imaginaire. Ça permet aux enfants de voir qu'on peut se servir de son imagination justement pour écrire, pour inventer, pour faire plein de choses finalement. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça. Et qu'est-ce que ça te fait de revenir dans ta ville natale, de revenir faire des représentations? Bien évidemment, j'étais très émue ce matin de jouer ici à Amqui, c'est sûr. Mes racines sont ici, je connais, c'est mon village. Je suis allée à l'école Sainte-Ursule, je suis allée à la polyvalente d'Amqui. Je suis même très touchée de savoir que la bibliothèque de la polyvalente porte mon nom. Ça, c'est tout un honneur pour moi aussi. C'est ça, mes racines sont ici et ce matin, ça me demandait un petit peu plus de courage, je dirais. J'étais plus à fleur de peau. Ça te touche plus. Oui, vraiment. Ça te fait des belles représentations. Oui. J'ai même eu le plaisir il y avait une des enseignantes qui est venue me saluer avant le spectacle de la part de sa mère, avec qui je suis allée à l'école. Fait que de voir que la fille est devenue enseignante, et ça me touche beaucoup. Donc, les gens qui veulent encourager ou qui veulent soutenir le Théâtre Bouche décousue, comment ils doivent procéder? Bien, vous allez sur le site du Théâtre Bouche décousue et puis, en tout temps, on accepte les dons. C'est la première fois qu'on fait ça en 37 ans, mais c'est quelque chose qu'on va poursuivre parce que c'est une mission importante d'aller partager l'art avec tous les enfants, peu importe où ils habitent. Et ça, je dirais que c'est mon cheval de bataille, justement à cause de mes origines. Et là, avec le retour plus à la vie normale suite à la COVID, ça doit faire du bien, hein? Si vous saviez à quel point ça fait du bien, ça fait plaisir de retrouver le public. On le sent chez le public aussi, hein, qui a été privé d'art vivant pendant toutes ces années. Oui, on peut parler d'années. Puis cette tournée-là, on l'a reportée, c'est terrible, le nombre d'heures et de reprises qu'on a dû faire pour la placer, cette tournée-là. Mais là, enfin, on peut se retrouver. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Bien là, ça se fait. Merci beaucoup, Jasmine. On vous souhaite une bonne tournée, puis plein de belles représentations, puis beaucoup de succès. Merci et à la prochaine. Merci. Christophe, on pourrait peut-être chanter « Marcher ». On l'a chanté souvent. Hein? Pour s'en aller à l'école, on peut chanter ça aussi. Vous voulez le chanter avec nous? Oui! Marcher, marcher pendant des heures. Marcher, marcher, le par-dessus marcher. Marcher, encore marcher. Marcher, marcher pendant des heures. Marcher, marcher, le par-dessus marcher. Marcher, encore marcher. Donc, je vais remettre... Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant.
Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Comme à chaque année, la Corporation de développement communautaire de Vallée de la Matapédia a procédé à son assemblée générale annuelle et a présenté son rapport d'activité 2021. Pour nous en parler, je suis avec la directrice Sophie Champagne. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien, toi? Donc, on va parler de cette dernière année qui a eu lieu et qui était encore sous le signe de la COVID-19. Eh oui. Comment vous avez passé à travers cette crise sanitaire? Bien, on a passé au travers, c'est sûr qu'on a la fameuse plateforme Zoom, hein? On a fait beaucoup de rencontres Zoom. On fait toujours le saut quand on rencontre les gens maintenant parce qu'ils ont toutes des jambes, hein? Ce qu'on voyait pas, ce qu'on voit pas en Zoom. On a quand même passé au travers parce qu'on a réussi à faire nos activités pareilles à nos comités de rencontres, tous les comités de travail, tout s'est poursuivi. On a fait du télétravail, bien entendu, aussi, nous autres, toute une période, là, mais tout s'est continué. On était là pour le support à nos membres, l'essentiel, et de leur transmettre surtout l'information en lien avec toutes les restrictions, avec tous les changements dus à la COVID. Fait que on a maintenu le fort. Là, vous avez présenté votre rapport d'activité pour l'année 2021. Vous avez quand même fait beaucoup de choses, des promotions, des projets et tout. Quel bilan vous faites là, de cette année? Bien, je suis très contente parce que à la fin de mon rapport d'activité, on rencontre un beau document qui dit finalement, parce que nous, la CDC, on fonctionne avec 10 volets d'intervention. Okay. Et cette année, on l'a vraiment séparé par le temps qu'on a mis dans les 10 volets. Et ça parle énormément, partout ce qu'on fait. Tu sais, comme si on regarde l'information, c'est 482 heures que moi et ma collègue, on a fait pour transmettre l'information. La concertation, c'est 165 heures. Ensuite de ça, la vie associative, c'est tout ce qui est en lien avec notre comité de travail. 170 heures. La recherche, 24 heures. La promotion, 82 heures quand même qu'on a fait de promotion. C'est de la publicité sur Facebook. Ça a été de faire le sondage pour le bottin. Ensuite de ça, le soutien aux membres, c'est 225 heures, 23 heures de formation. On a fait du travail, 239 heures de travail en partenariat, puis 105 heures de représentation, puis 286 heures de consolidation et de développement. Fait qu'on n'a pas chômé malgré la pandémie, malgré qu'on a fait du télétravail, malgré tous les comités, malgré toute la routine, on n'a pas chômé. Vous avez fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup. Y a-t-il des projets que vous êtes particulièrement fiers? Bien, le projet de notre bottin, que chaque foyer matapédien a reçu le bottin qui est des services offerts par les organismes. Fait que dans le fond, ce qu'on a mis dedans, c'est vraiment les services. C'est pas les missions et les valeurs que des fois c'est compliqué à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Fait que là, on a vraiment mis les services. Fait que si les gens y ont besoin, il y a même une page détachable au début que si les gens y ont besoin, parce que c'est pas tous les organismes qui sont membres de la CDC, mais en image à l'intérieur, c'est ceux qui sont membres. Notre projet Roche, on a semé du bonheur, nous, l'été passé, un peu partout dans la Matapédia. C'est un comité de travail de la CDC en collaboration avec des organismes où il y a des gens qui ont peint les roches, puis on est allé en mettre partout dans la vallée. Fait que ça a été des belles activités, puis on essaie d'y aller. C'est ça. La COVID ne vous a pas arrêté à ce niveau-là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Juste de rappeler un peu votre rôle, dans le fond, vous soutenez les organismes communautaires, puis vous faites de la publicité, vous êtes en arrière d'eux, dans le fond, pour que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Nous, on est un regroupement d'organismes communautaires. On vient surtout en support aux membres s'ils ont besoin de renseignements pour des politiques de travail. C'est beaucoup la gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières qu'on vient en support. Les règlements, la mise à jour des règlements. On accompagne aussi nos membres dans les assemblées générales annuelles, parce que là, ça s'en vient. Oui. J'en ai une coupe de notes à mon agenda. Fait que, tu sais, puis si des fois, ils ont besoin d'un service pour remplir un formulaire pour une demande de subvention, quoi que ce soit, bien, on est là pour venir en aide. Puis parfait. On a 10 volets d'intervention. Fait que c'est large et ça dépend toujours de leurs besoins. Puis vous avez combien d'organismes, là? On a 30 membres à l'heure actuelle. Okay. Ouais. OK. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des organismes qui sont avec vous, il y en a d'autres qui ne le sont pas? C'est par choix ou... Par choix. C'est leur choix. Okay. Ah, OK. Nous, on a les bras grands ouverts. C'est sûr qu'on est une équipe de deux. On s'entend qu'on ne peut pas être partout puis être toujours à les accompagner, faire que ça. Mais bientôt, je vais t'en parler un petit peu plus tard, on a des beaux projets. Bien, c'est justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année?
Écoute, on a eu la chance avec la table nationale qui a travaillé sur un gros dossier d'avoir un financement supplémentaire. Fait qu'à partir de ça, là, on est en processus de travailler pour avoir une politique de développement social dans la Matapédia. Okay. Il y a une politique MADA, il y a une politique familiale, mais il n'y a pas une politique de développement social. Et ce qu'on veut, c'est que les trois soient cohérents, que les trois travaillent ensemble. Fait qu'on est en train de travailler ça. On est en processus aussi d'une planification stratégique. Et à tous les 5 ans, nous, on sort une étude d'impact concernant les organismes membres de la CDC. Combien d'employés? C'est quoi la masse salariale? C'est quoi le nombre de jours en bénévole? Et qu'est-ce que ça rapporte aussi en salaire? C'est l'économie que ça fait économiser aux organismes. Fait que les organismes vont avoir un sondage à remplir, puis après ça, on complète un document. Après, on en fait la présentation normalement à la table des maires. On fait une conférence de presse. Ça permet de mieux connaître la réalité des organismes. Oui, mieux connaître la réalité. Puis tu vois, il y a 5 ans, on était quand même le 2e plus gros employeur de la Matapédia. Les organismes communautaires, tout rejoint ensemble. Là. C'est pas rien. Non. Fait qu'on dépense dans la région, on fait nos achats ici, on vit tout dans la Matapédia. Fait que, tu sais, c'est des belles retombées économiques pour la Matapédia. Tout à fait. Fait que des beaux projets qui s'en viennent. Une grosse année. On va se retrousser les manches. On va se retrousser les manches et tout ça fait que je le lance tandis que je suis à la caméra. Bientôt surveillé, bientôt il y aura une offre d'emploi. Si vous avez le goût de joindre l'équipe de la CDC, bientôt il va y avoir une offre d'emploi. Un nouveau membre qui va se rajouter. Oui, un nouveau membre qui va se rajouter à nous pour débuter le travail le 29 août, quand on va être de retour après la période estivale, après les vacances. Bon, un petit coup de main, ça va faire du bien. Oui, ça va faire du bien. Bien, merci beaucoup, Sophie. Ça m'a fait nous parler plaisir. de tout ça. On voit qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Fait on va suivre ça de près. Oui. Puis on vous souhaite une belle continuité, puis du bon succès dans vos projets. Bien, merci beaucoup. Alors, j'étais avec Sophie Champagne, qui est directrice de la Corporation de développement communautaire de la vallée de la Matapédia. Lors de la campagne électorale de 2018, la Coalition Avenir Québec avait promis de réformer le mode de scrutin uninominal à un taux pour un système proportionnel mixte. La CAQ a ensuite bel et bien déposé un projet de loi 39 à cet effet, mais l'a depuis ouvertement abandonné. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, a fait une sortie pour dénoncer la situation et on en parle avec lui. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc, pour bien comprendre, ça consistait en quoi le projet de loi 39 qui avait été déposé? Présentement, la manière de voter au Québec, c'est par circonscription. Il y en a 125 au Québec. Matane-Matapédia est l'une de ces circonscriptions que je représente. Alors, le ou la candidate qui a le plus de votes devient députée. Qu'elle remporte avec 70 % des voix ou avec 30 % des voix lorsqu'il y a division du vote, c'est un siège. Donc, on gagnerait par un vote, ça donne un siège ou une très grosse majorité. C'est la façon qu'on fonctionne. Le problème avec ça, au Québec, lorsqu'on additionne tout ça, c'est qu'un parti, prenons l'exemple de la CAQ à la dernière élection, 37 % des gens ont voté pour elle. Donc, c'est loin d'être la majorité des citoyens. Mais ils ont obtenu à peu près 80 % des sièges. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, ça crée une distorsion entre les votes exprimés par les Québécois et la représentation à l'Assemblée nationale. Alors, depuis des années, il y a des gens qui font la promotion d'un mode de scrutin proportionnel, c'est-à-dire qu'on essaie de corriger l'écart. Par exemple, si vous avez obtenu 20 % des votes, on pourrait penser que vous devriez avoir 20 % des sièges, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, le système qui est proposé, c'est mixte, c'est-à-dire qu'il y aura encore des députés de territoire, élus sur un territoire. Il y aura également des listes où, dépendamment du résultat obtenu par le parti, bien, il y a des députés qui s'ajouteraient, qui viendraient corriger. Donc, il y aurait, par exemple, le premier sur la liste du Parti québécois serait élu parce qu'il manque de députés pour combler cet écart-là. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens aient envie d'aller voter parce que ça donne quelque chose. Et si vous êtes dans une région où votre parti n'est pas populaire, mais vous votez quand même parce que ça peut donner un député de plus, un député supplémentaire qu'on appelle un député de liste. Donc, en 2018, le Parti québécois a signé une entente écrite devant le public avec la Coalition Avenir Québec, Québec solidaire, le Parti vert du Québec. Et le Parti libéral du Québec n'avait pas signé. Où on se disait, celui qui gagne à l'automne 2018, il va le faire dans le mandat. Donc, il dépose un projet de loi, puis il le fait adopter pour qu'on change de scrutin à l'élection qui est celle de cet automne.
Qu'est-ce qui est arrivé? La Coalition Avenir Québec, qui profite largement du système actuel, a décidé de trahir son engagement pour ne pas le faire. C'est aussi simple que ça. Ils ont dit cette semaine, notre engagement, c'est d'en déposer un, pas de le faire adopter. C'est un mensonge. Ils nous ont menti. Alors, c'est triste parce que c'est un engagement signé de la part de chacun des chefs. Ils ont décidé de ne pas aller de l'avant. Et au Québec, avec 60 de participation, il y a toujours bien 40 des gens qui ne vont pas voter. Si on changeait le mode de scrutin, je pense que ça contribuerait à donner confiance aux gens davantage et à augmenter le taux de participation. Parce que ça, c'est pas souhaitable qu'il y ait de plus en plus de gens qui décrochent et qui ne se donnent plus la peine d'aller voter. Okay. Je me souviens qu'il avait fait l'exercice lors du dernier scrutin. Il avait évalué si le scrutin avait été changé, la CAQ n'aurait pas été majoritaire. Exactement. Et il y a bien des gens qui réaliseraient qu'elle ne pourrait pas être aussi arrogante parce qu'elle est majoritaire. C'est un gouvernement qui est arrogant à certains égards. Alors, il faut parfois les ramener à l'ordre. Mais tu sais, quand les gens nous disent « Oui, mais empêchez-les de faire quelque chose, vous faites de quoi? » Le gouvernement est majoritaire. Qu'il y ait n'importe quel vote, il y a la majorité, donc ça va passer. Donc, c'est pour ça que ces questions-là sont importantes. Parce qu'on me pose la question régulièrement sur ce qu'on est capable de faire face à ce gouvernement-là, ça nous ramène au mode de scrutin. Si on avait un mode de scrutin différent, il y aurait davantage d'alliances, on travaillerait davantage ensemble. Et ça fonctionnerait mieux. Moi, je pense que ça fait de meilleurs gouvernements. J'ai déjà vécu ça, mais des gouvernements minoritaires. Oui. Et ça fait de meilleurs gouvernements, selon moi, parce qu'il y a une obligation de collaborer. Et je pense que c'est sain pour la démocratie. Donc, on peut avoir des gouvernements stables, mais qui travaillent avec l'opposition. Moi, je le fais bien avec les ministres du gouvernement de la CAQ. On travaille bien, là. Ça paraît là, dans la circonscription. Mais à l'échelle nationale, le gouvernement s'assoit beaucoup sur sa majorité. Puis là, ce qui est inquiétant, si les sondages qui sont présentement bons se réalisent pour la CAQ, ça ne veut pas dire que ça va être le cas à l'automne, il sera encore plus dominant. Et c'est pour ça qu'il faut changer le mode de scrutin. Okay. D'ailleurs, tu parlais pour favoriser un parti, pour la démocratie. Tout à fait. Donc, tu parlais des sondages. C'est sûr que c'est des sondages. C'est pas nécessairement ça qui va arriver. Mais les sondages actuellement sont très favorables pour la CAQ. Ils sont très peu aussi pour le Parti québécois. Partout. C'est ça, non. Pas partout. Pas dans la circonscription de Matane-Matapédia, pas dans la circonscription de pas dans l'Est du Québec, pas sur la Côte-Nord. Ça dépend. Alors, les gens votent pour des hommes et des femmes qui les inspirent localement pour être leurs députés. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Est du Québec. Alors, moi, les sondages, si j'avais regardé ça, je ne me serais jamais lancé en politique. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on fait face à la musique. Et moi, je suis convaincu que cette élection est loin d'être jouée. Donc, à suivre, il y aura des débats, il y a des choses qui vont changer. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas que les élections soient jouées d'avance. Il ne faut pas que quelqu'un se sente déjà investi d'un mandat qu'il n'a pas remporté. Alors, à suivre. Et pourquoi c'est important pour toi là, de ramener cette situation-là, de remettre ça en avant-plan? Parce que les projections des derniers sondages démontraient une distorsion beaucoup plus grande qu'à l'habitude entre les intentions de vote que pour avoir un gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement pourrait avoir 40 des votes et 100 sièges sur 125, ce qui n'a aucun sens. Mais ça, c'est le système actuel et on comprend mieux pourquoi le gouvernement de la CAQ a abandonné son engagement, qu'il a signé, là, je le rappelle, c'est une signature du premier ministre qui était chef de la CAQ à l'époque. Donc, c'est grave, ces questions-là en démocratie. Et je trouvais important, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, de rappeler ces questions. Parfait. Bien, merci beaucoup, Pascal. Et puis, écoute, ça s'en vient. La campagne électorale va commencer bientôt, si c'est pas commencé pour vous à certains niveaux. Puis, on vous souhaite bonne chance. Oui, à suivre. Oui, on va s'en reparler de toute façon. De l'été. Oui. De l'été, il y aura certainement d'autres occasions pour en discuter. Tout à fait. C'est sûr qu'on va s'en reparler. On va suivre la campagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui met fin à cette édition du 20 mai de Info.tvc. Merci de nous regarder à chaque semaine. Les vêtements que je porte proviennent de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscal. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur aqua. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle longue fin de semaine. Reposez-vous, amusez-vous, soyez prudents et on se retrouve vendredi prochain.